Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Stein, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. La confiance. Avoir confiance en soi. Quoi de plus fort pour avancer dans la vie ? Confiant, on peut tout. Ça n'est pourtant pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes en manquent. Ceci est souvent dû à l'éducation, aux peurs parentales projetées, aux autres qui nous renvoient une image tronquée. Dans hypnose, il y a le mot ose, oser. Et c'est une grande efficacité pour traiter de la confiance. Je vous propose donc aujourd'hui de voir cela avec un expert du sujet, Olivier Perrault, psychologue clinicien, hypnothérapeute, président de l'Association française de nouvelle hypnose, formateur en hypnose. Olivier pratique depuis plus de 30 ans et est auteur du livre Le charlatan éthique. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de te joindre à moi pour cette interview aujourd'hui sur le sujet de la confiance en soi. Selon toi, d'où vient le manque de confiance ? Ce que j'ai pris l'habitude de dire dans mes formations, c'est que quand on est enfant, quand on est bébé, on a tous confiance en nous. Il y a un chiffre complètement fou, c'est qu'avant d'apprendre à marcher, on est tombé plusieurs milliers de fois. Mais le chiffre, ça serait de l'ordre de 7000 fois. 7000 chutes pour apprendre à marcher. Et pourtant, on se relève, on persiste et on finit par réussir. Et donc, je crois que si bébé, on a confiance en soi, c'est après principalement l'école, l'éducation, les parents qui vont nous faire perdre confiance en nous. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est en voulant nous préparer à l'avenir, à la difficulté de la vie professionnelle, etc., que les parents deviennent exigeants, veulent qu'on ait des bonnes notes, qu'on soit premier de la classe. Et du coup, ils nous mettent la pression. Et à force d'avoir la pression, on a peur de mal faire, on a peur de décevoir. Et cette peur de décevoir, elle fait qu'après, on n'ose plus faire les choses, on se lance plus. Et moins on ose, moins on en fait, moins on se lance, moins on a de résultats positifs. Et ça devient un cercle vicieux où le négatif appelle le négatif, où la peur appelle la peur. Du coup, l'environnement extérieur vient contribuer à cette perte de confiance qui serait finalement presque innée, la confiance en soi, si Ouais, je je pense que comprends la bien. confiance en soi, c'est inné. Alors après, on est tous plus ou moins bien équipés, hein. Il y a Mm. certains des gens qui ont d'office une plus grande confiance en eux que d'autres. Mais oui, je pense que c'est surtout les facteurs extérieurs, les facteurs acquis, et donc l'éducation, l'école, les parents, la société, qui nous apprend à douter de nous, à avoir peur. Mm. C'est Donc l'exemple de la dictée, hein. Sur une dictée, tu entoures en rouge tous les mots que tu as eu de faux, et du coup, on t'apprend à voir que tes fautes. Alors que sur une dictée de 500 mots, si j'ai 20 fautes, ça veut dire que j'ai 480 mots justes. Si on attirait mon attention sur les 480 mots justes dans la dictée, j'aurais peut-être plus facilement confiance en soi. Et puis, c'est le gag de tous les parents. Tu rentres, tu te dis, ah, j'ai eu 5 en physique et 15 en maths. T'as eu 5 en physique, mais pourquoi t'as eu 5 en physique? Comme si le 15 en maths, il était normal. Et donc, on pointe systématiquement ce qui va pas. c'est culturel aussi, C'est très notamment, culturel, ouais. beaucoup de gens manquent de confiance en eux ou l'ont perdu en cours de route et on a beaucoup de patients qui consultent justement un hypnothérapeute pour retrouver cette confiance. En quoi, selon toi, l'hypnose est plus intéressante, par exemple, qu'une psychothérapie, pour traiter de cette problématique? Je pense que d'une manière générale, ce qui rend l'hypnose plus intéressante, c'est que l'hypnose, c'est un accélérateur et un amplificateur. Donc, on peut retrouver confiance en soi avec une psychothérapie classique. L'hypnose permet d'aller plus vite, plus fort pour beaucoup de choses, à mon sens. De même que l'hypnose est un adjuvant pour des anesthésies, ça va améliorer l'efficacité du produit, on met moins de produits. L'hypnose, ça va aussi être un adjuvant pour la psychothérapie et améliorer quelle que soit la prise en charge d'origine. Après, certainement aussi un des apports importants de l'hypnose, c'est que ça permet de se reconditionner. Parce que si je reprends ce qu'on disait sur l'école qui pointe surtout le négatif, Mmh. le souci, c'est qu'on finit par le faire pour nous-mêmes et qu'on n'a plus besoin de l'école ou des parents pour être dans une autocritique. Ça Si devient un aujourd'hui réflexe. tu dis, ouais, si aujourd'hui tu dis 10 choses intelligentes et une bêtise,
Ce soir, en t'endormant, tu vas penser à la bêtise que tu as dit, tu vas te reprocher cette bêtise. Et les 10 Mmh. choses intelligentes que tu as dit, bah, tu les oublies, tu les passes à la trappe. Et donc, il s'agit de reconditionner ces automatismes, de reconditionner cet inconscient qui a été déformé à nouveau par la société, à mon sens. Et l'hypnose, ça paraît de réécrire son logiciel interne, en quelque sorte. Parfois, les personnes nous consultent pour un autre sujet comme le poids, le tabac ou une phobie, une addiction. Et on la question de la confiance en soi apparaît lors de l'anamnèse comme un problème de fond, un problème sous-jacent. Dans ton livre et dans tes formations, tu expliques que la confiance se compose notamment de 4 ingrédients. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, avant de développer ces 4 ingrédients, je reviens sur le poids pour effectivement dire que c'est très souvent un problème de confiance en soi. Et Mmh. là, c'est la même chose. Et en particulier pour vous, les femmes, on vous met la pression sur le physique. Un homme qui a un peu de ventre, socialement parlant, c'est acceptable. C'est un homme qui a réussi ou je ne sais quoi, qui fréquente les bons restaurants. Alors qu'une C'est femme un qui a bon du ventre, c'est vivant. une femme qui fait pas attention à elle. Voilà, un homme, c'est un bon Mmh. vivant. Une femme, c'est une femme qui fait pas attention à elle, qui prend pas soin d'elle, etc. Et aujourd'hui, on est obligé de faire une loi pour que les mannequins qui défilent sur les podiums aient un IMC minimum et ne soient pas des anorexiques qui défilent, parce que les petites filles vont s'associer à ça. De même que les petites filles s'identifient à la poupée Barbie, et que la poupée Barbie, si tu la ramènes à la taille d'une femme d'1,70 m, elle pèse 30 kilos, et l'anorexique aussi. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est les modèles qu'on se met en tête, et qui font qu'après, on se met la pression pour avoir un poids, une silhouette idéale, et qu'à force de faire des régimes privatifs, on dérègle complètement son poids. Et donc ça fait vraiment la transition sur les 4 piliers de l'estime de soi, parce qu'en fait, 2 de ces piliers, c'est, précisément l'estime de soi et l'amour de soi. Et on fait une différence entre estime et amour. L'estime et l'amour, c'est pas la même chose. Tu peux avoir de l'estime pour ton ennemi, c'est-à-dire du respect pour ton ennemi, alors que si c'est ton ennemi, tu ne l'aimes pas. Donc Mmh. estime et amour, c'est 2 choses différentes. Et qu'est-ce qui les différencie? Bah, le fait que l'estime, c'est conditionné, là où l'amour est censé être inconditionnel. Et l'estime, c'est conditionné par quoi? C'est conditionné pour les valeurs. C'est-à-dire que pour avoir de l'estime pour soi, il faut que nos points forts, nos réussites dans la vie correspondent à nos valeurs. Je prends l'exemple justement d'une femme qui est très, très, très belle, mais cette beauté, et sa silhouette idéale ne l'aident pas du tout à avoir confiance en elle, parce que pour elle, c'est pas une valeur importante, la beauté. Elle considère que c'est la nature qui lui a donné sa beauté, qu'elle a aucun mérite à ça. Et du coup, ce qui fait que beaucoup de ses amis peuvent l'envier, la jalouser, l'admirer, bah, pour elle, ça compte pas comme des points supplémentaires. Parce que, ses points forts ne correspondent pas à ses valeurs. Si tu es super bon en sport, mais qu'il y a que les mathématiques et les sciences qui comptent et que tu es nul en sciences, bah, tu auras pas une bonne estime de toi malgré que tu es, super bon en sport et que tu cours le marathon ou je ne sais quoi. Mmh. Mais au moins l'avantage, c'est que l'estime, c'est quelque chose qu'on peut, travailler parce qu'il s'agit de faire correspondre ses valeurs avec ses points forts et les valeurs comme les points forts, ça se travaille. Après l'amour de soi, le 2e pilier, bah, celui-là, il est un petit peu plus, inconditionnel. Il y a des gens qui, de même, c'est comme l'amour interpersonnel. Des fois, tu as une copine, elle aime un mec, tu te demandes pourquoi elle aime ce mec-là. Toi, tu vois pas et elle, elle est, folle amoureuse, de lui. Et ben, vis-à-vis de soi-même, c'est pareil. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir un grand amour pour eux, puis des fois, tu te demandes pourquoi. Et puis des gens dont tu as l'impression qu'ils sont tout pour s'aimer et pourtant ils sont pas en paix avec eux-mêmes, ils sont pas bien avec eux-mêmes, ils sont mal dans leur peau. Donc 2 premiers piliers, l'estime de soi, ça se travaille, l'amour de soi, c'est un peu plus difficile à travailler, mais ça se travaille aussi. Et puis après les 2 autres piliers, c'est, les capacités. Plus tu es capable de faire de choses, plus tu as confiance en toi. Et les capacités, c'est ce qui se travaille le plus facilement parce que ça justement, c'est qu'une question de travail et de répétition. Quand tu as fait 300 hypnoses dans ta vie, tu pas beaucoup confiance pour faire de l'hypnose, mais quand tu as fait 3 100 hypnoses dans ta vie, bah, tu as beaucoup plus confiance en toi pour faire des 100 hypnoses. Donc c'est ça que j'appelle les capacités et le travail. Et Mmh. justement, le dernier pilier, c'est la persévérance. Parce que tu as trop de gens qui, laissent tomber trop vite et tous ceux qui réussissent quelque chose dans la vie ont persévéré, parce qu'on sait tous que ça tombe pas du ciel, on sait tous que ça marche pas du premier coup. Donc comme pour apprendre à marcher, 7 000 échecs. Heureusement, on n'est pas obligé de passer par 7 000 échecs pour Ça tout, ferait beaucoup. mais ça ferait beaucoup, hein. Mais voilà, tes Ouais. premières séances d'hypnose, elles sont pas satisfaisantes. Au début, tu commences, tu te trouves nul et puis, bah, il y a celui qui va supporter d'être nul et qui va recommencer et finalement devenir meilleur et de plus en plus bon. Et puis celui qui supporte pas ce sentiment de nullité, peut-être parce qu'il l'a trop vécu dans l'enfance, à l'école, trop de reproches et cetera et qui du coup va abandonner en cours de route
avant, d'arriver à cette, réussite. Parce que peut-être qu'il faut en faire 10, 20, 30, 40, 50 des, tentatives avant que ça fonctionne, de façon satisfaisante. Il faut accepter d'être nul 50 fois avant d'être bon. Mmh. C'est vrai que C'est cette la notion de métaphore du chêne persévérance, majestueux. La d'accord. métaphore du chêne majestueux, ça veut dire qu'avant d'être un chêne majestueux, on a tous commencé notre vie par, être un petit gland. Donc il faut accepter d'être un petit gland avant de devenir un chêne majestueux. Un chêne majestueux. C'est intéressant ces 4 piliers parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments, en fait, qui constituent la confiance en soi, auxquels on pense pas nécessairement. Est-ce que du coup, enfin, comment tu utilises tout ça, lors des séances d'hypnose justement? Est-ce que tu règles, ces 4 piliers les uns après les autres? Enfin, quelle est ta manière de renforcer la confiance via l'hypnose? Déjà l'idée, si tu veux, sur ces, 4 piliers, c'est que ça rejoint la stratégie, de Milton Erickson, sur la douleur, où il nous apprend que diviser, c'est régner. Et quand tu as une douleur, il va, te demander, de la qualifier, de la décrire et tu donnes plusieurs adjectifs qualificatifs pour ta douleur. Et puis, par exemple, tu dis: «Elle est coupante, brûlante, lancinante» et Erickson va te répondre: «OK, bah, pour aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille sur l'aspect brûlant de votre douleur. Ça vous va si on Mmh. commence par ça?» «Bah, si vous voulez, docteur». Mais n'empêche qu'au moment où le patient va accepter de se concentrer sur l'aspect brûlant de la douleur, eh ben, il va laisser de côté les 2 autres aspects, coupant, lancinant, des choses comme ça. Et donc c'est pour ça que diviser, c'est régner. Diviser, c'est prendre le contrôle, prendre le pouvoir. Et donc la confiance en soi, c'est un gros truc, une grosse montagne, tu sais pas par quel bout l'attraper. Quand tu Mmh. expliques aux gens qu'il y a plusieurs piliers, qu'il y a plusieurs, aspects, que justement on peut l'attraper par plusieurs bouts, bah, ça aplatit la montagne et ça permet, de réussir à tout le monde peut manger un éléphant, mais pas en une seule bouchée. Bah, en s'y prenant bouchée par bouchée, on va réussir à avancer. Et donc après, bah, la première chose, c'est d'expliquer ça, à la personne, au patient. Et puis on va ensuite décider avec, lui, en équipe, par quels aspects, on commence. Et après, bah, certains, ça va être, simplement la discussion qui va permettre de débloquer les choses. L'explication permet déjà de débloquer des choses des fois. Et puis ensuite, bah, on verra avec l'hypnose là où il y a besoin d'aller, plus loin. Très souvent, par exemple, l'hypnose, elle va être utile dans l'aspect amour de soi, comme je disais que c'était un des plus Mmh. inconditionnels, donc tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc du coup, un des plus difficiles à travailler, bah, là, l'hypnose va être utile. Ça peut prendre quand même pas mal de séances du coup, si on doit traiter, tous ces aspects, Et je reconnais là, le côté français qui voit le côté négatif des choses. Oui, ça peut prendre pas mal de séances et oui, ça peut aller très vite et des fois en une séance, il y a des miracles, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je m'amuse à Hem, dire en formation, parce qu'en formation, les gens disent toujours, «Oui, mais si ça marche pas», «Oui, mais quand c'est difficile», on s'intéresse mais ça toujours au peut côté, aussi qui marcher, bloque, bien sûr. alors que ça peut aussi marcher et puis, il s'agit aussi justement, le positif attire le positif et prendre confiance en soi, c'est aussi se poser la question: «Comment ça peut marcher?» Et même s'il y a une chance sur 100 pour que ça marche, prenons-la. C'est justement ça la Prenons-la. confiance en soi. Mmh. C'est y aller quand il y a une chance sur 100 pour que ça marche. Allez, vas-y, une chance, c'est pas rien. Beaucoup de personnes qui viennent pour la confiance, enfin moi je l'ai vu, en séance, souvent ça vient, d'un manque d'amour ou d'un manque, familial. Comment tu abordes ce problème? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les facteurs extérieurs qui conditionnent notre confiance en Mmh. soi. Et c'est évident que si tes parents, toute ta vie, t'ont dit je t'aime, t'es magnifique, qu'est-ce que t'es intelligente, qu'est-ce qu'on est fier de toi, etc. Puis on passait beaucoup de temps à s'occuper de toi, à jouer avec toi, etc. C'est plus facile d'avoir confiance en soi que si tu t'es senti comme le vilain petit canard. Maintenant, précisément, bah, le vilain petit canard, c'est déjà une histoire que tu peux raconter en hypnose. Parce que très souvent, les gens, se sont, vécus, comme, négatifs du fait de ce miroir déformant des autres, hein, alors qu'en fait, il y avait pas de problème. À nouveau, tu le vois sur la question du poids. Combien il y a de filles qui, à 18 ans, commencent un régime parce qu'elles sont trop grosses, alors qu'en fait, elles ont, allez, même pas 2 kilogrammes de trop. Sauf que leur régime, dérègle leur alimentation et qu'elles font des régimes yo-yo et perdent 2 kilogrammes, elles en reprennent 3, elles perdent 2 kilogrammes, elles en reprennent 3. À force, en 20 ans, ils ont pris 20 kilogrammes. Et ouais, à 40 ans, elles sont vraiment en surpoids. Mais quand elles regardent la photo d'elles à 18 ans, là où elles ont décidé de maigrir, elles disent: «Putain, mais j'étais conne, j'étais super en fait, pourquoi j'ai voulu maigrir? Il y avait pas de problème». Mmh. Et donc sur ce constat-là, ça amène ce qu'on appelle, l'auto-reparentage. C'est une des stratégies de l'hypnose, l'auto-reparentage, où celle que tu es aujourd'hui,
va aller parler à celle que tu étais hier. Et c'est bizarre, mais en se corrigeant dans son passé, en se réparant dans son passé, ben, on peut se réparer dans son présent. En quelque sorte, c'est une des particularités de l'hypnose. Un petit peu comme les scénarios correcteurs dans le traumatisme. Tu as vécu un trauma, en hypnose, tu vas te raconter à toi-même l'histoire un peu autrement que ce qui s'est passé, scénario correcteur. Et ben, en allant réparer dans le passé, ça t'améliore dans le présent. Donc, il y a un livre, je crois, qui dit: «Il est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse», et c'est cette idée, c'est que l'hypnose permet de changer, en tout cas, le regard qu'on a eu sur, son enfance, et tu changes le regard parce que tu es plus la même personne, 10 ans après, 20 ans après ou je ne sais quoi. Mmh. Une anecdote, c'est toujours bien d'avoir des exemples, de patients. J'avais reçu une patiente qui avait 3 doctorats. C'est juste le truc de dingue, 3 fois bac+7, donc 3 doctorats, et malgré ces 3 doctorats, eh ben, elle a pas une bonne image d'elle-même. Mais pourquoi elle a pas une bonne image d'elle-même? Parce qu'elle a un papa qui voulait avoir un doctorat et qui a jamais réussi à l'avoir. Et vu sa frustration personnelle, et on voit souvent ça dans le sport aussi, le mec qui a pas réussi au tennis, qui fout la pression à sa fille pour qu'elle réussisse au tennis ou je ne sais quoi. Et donc, vu sa frustration personnelle, il a mis une pression énorme à sa fille. Et quand elle avait 19, il lui demandait pourquoi t'as pas eu 20. C'était jamais, jamais assez bien, quoi qu'elle fasse. Et donc, avec ses 3 doctorats, bah, elle continue à vivre comme son père avait déformé sa vision. C'était toujours pas assez bien. Elle aurait pu en avoir 15 des doctorats, que ça aurait Mmh. toujours pas été assez bien. Et donc là, c'est pas elle qui a un problème. C'est sa paire de lunettes qu'il faut changer. Elle a pris la paire de lunettes de son papa, et il s'agit de changer sa paire de lunettes pour se dire qu'avec 3 doctorats, tu peux quand même commencer à être fier de toi. Et donc, en hypnose, c'est ce qu'elle a réussi à faire, en se disant: «Bah, non, c'est pas moi le problème, c'est mon père le problème», et à jouer au niveau des émotions. Parce que tout ça, elle est capable de le comprendre intellectuellement, mais c'est au niveau des émotions, que ça bloque, et l'hypnose permet de débloquer les choses plus facilement au niveau émotionnel. Mmh. Est-ce que justement tu as d'autres exemples de patients, qui t'ont marqué, qui sont venus te voir pour la confiance en eux et je sais pas, par exemple, qui ont en une séance, qui ont complètement, changé ou retrouvé cette confiance? Il y a des chouettes surprises avec, l'hypnose et le travail sur l'inconscient, et c'est aussi ça qui rend le travail agréable, et je me rappelle, d'une, fille qui même était une stagiaire, et ça a eu lieu pendant une démonstration en formation Mmh mh. sur les troubles du comportement alimentaire, et à un moment donné, je propose un exercice où on va justement rechercher dans son enfance des choses, de soi, qu'on aimait. Parce que, en fait, les gamins, ils sont pas bloqués. Tu verras jamais un gamin qui te dit: «Je sais pas dessiner», ou un gamin qui te dit: «Je sais pas danser». Parce qu'ils ont le plaisir à dessiner, dans le plaisir à danser, et même si ça ressemble à rien, Ils sont bon, ils pas dans sont la juste dans la perfection, joie, voilà. de Ouais, fait, parce la qu'ils joie sont de pas dans la l'enfant. perfection, et surtout, ils sont pas dans le jugement. Et donc, de temps en temps, bah, en thérapie, on va les rechercher en régression en âge, mais non pas, les problèmes, mais au contraire les ressources. Et l'enfance est une super période de ressources. Et avec, cette stagiaire à laquelle je pense, on avait une très chouette surprise, parce qu'elle explique d'abord, avec beaucoup d'émotion, qu'elle a toujours été en surpoids, qu'elle a toujours été un peu bouboule, que les copines se moquaient d'elle à l'école, et cetera. Sauf que quand on fait cette, régression en âge, dans son enfance, elle s'est rappelée d'un jeu, solitaire, qu'elle avait complètement oublié en dehors, de l'hypnose, et elle explique, émerveillée en sortant de sa séance, que quand elle était petite, elle jouait à la princesse. Mais jouer à la princesse, c'est-à-dire quoi? Elle prenait, le drap de son lit, elle se faisait une cape avec, le drap de son lit, elle mettait, une couronne, d'une de ses poupées ou, je ne sais quoi. Elle devait se mettre, 3 bouts de maquillage, comme elle, avait, trouvé, et à ce moment-là, elle se trouvait super belle quand elle faisait la princesse, devant, son miroir, qu'elle avait 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, et ses problèmes de poids, elle ne les voyait plus, et donc effectivement, elle a été, capable de retrouver ce regard de petite princesse, sur elle-même, et le fait d'avoir un regard, meilleur sur soi, bah, ça fait que bien souvent, ça porte de meilleures choses. Mmh mh. C'est le constat que beaucoup de gens qui sont en surpoids eux-mêmes font vachement gaffe à l'alimentation de leurs enfants pour pas que leurs enfants soient en surpoids. Ils arrivent à le faire pour leurs enfants, mais ils n'arrivent pas à le faire pour eux. Et pourquoi tu le fais pour tes gamins et pas pour toi? Bah, parce que mes gamins, je les aime. C'est-à-dire que derrière, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Moi, je m'aime pas. Et bien souvent, les gens font les choses à l'envers parce qu'ils disent, je m'aimerais le jour où j'aurai maigri. Je m'aimerais le jour où je serai belle. Alors que c'est l'inverse. Il faut d'abord s'aimer pour se donner le meilleur à soi-même, et pour devenir belle.
Même chose, pour toutes les addictions, hein. Moi, je fume pas parce que je m'aime et comme je m'aime, je me veux pas de mal et donc je vais pas détruire ma santé puis, foutre mon steak, qui va partir en fumée. Il y a d'autres moyens bien plus agréables de dépenser, mon argent et donc, si, tu t'aimes, bah, tu veux le meilleur pour toi. Donc tu veux pas de drogue, tu veux pas de surpoids, tu veux une bonne santé, tu veux des choses, positives Mmh. et quand on s'aime pas, on se punit, on s'auto-sabote. Je regarde dans ton livre au chapitre justement sur la confiance en soi, il y a tout un chapitre dédié aux 4 accords Toltec. Est-ce que, Ouais, tu veux en dire un mot? je trouve que c'est, un bouquin, génialissime. En plus, il a une petite histoire, personnelle parce qu'il m'a été offert par une stagiaire, qui, en entendant parler d'Erickson, disait: «Ah mais ça me fait penser à des choses que j'ai eues dans un bouquin» et donc c'est elle qui m'a fait découvrir les 4 accords, Toltec et quand j'ai lu ce petit bouquin, je l'ai trouvé génial et même j'ai été jaloux parce que je me suis dit: «Ça, c'est le livre que j'aurais voulu écrire». Parce que je trouve que c'est un super bouquin sur, la confiance en soi et en plus, j'ai un grand respect pour l'auteur. J'ai eu la chance de rencontrer Michael Ruiz, plusieurs fois, de travailler avec lui et Mmh. c'est un type qui est vraiment, intègre. C'est-à-dire que ce qu'il écrit, il le met en pratique, il le vit et il y a pas l'épaisseur, d'un cheveu entre qui il est et ce qu'il enseigne. Finalement, il y a peu de gens qui sont, comme ça. C'est un peu comme les parents: «Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais». Clairement. Et donc voilà, Miguel Ruiz, dans les 4 accords Toltec, nous explique un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, que quand on est enfant, bah, on apprend à avoir peur et puis on se forge une image de l'idéal. C'est quoi être, la meilleure personne? Et finalement, on va, se rendre compte que c'est quasi impossible de correspondre à cet, idéal. Ce qui fait qu'on va finir par se rejeter soi-même, d'où le manque d'amour pour soi, d'où le manque, d'estime pour soi. Et Miguel Ruiz nous explique que justement l'éducation, c'est basé sur la peur. On nous apprend à avoir peur de la mauvaise note, peur de décevoir, Mmh. c'est basé sur le jugement et qu'on finit par être dans l'auto-jugement et dans l'auto-rejet, de soi-même, qui est quand même, la chose la plus malheureuse au monde. On veut tous que nos enfants s'aiment et on s'y prend très mal, parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils apprennent à pas s'aimer, à se rejeter, eux-mêmes. Et donc Miguel propose 4 accords, 4 façons de penser qui vont être basées sur, l'amour et non plus sur la peur. Ça rejoint un peu la citation qu'on accorde au Dalai Lama qui dit: «Il n'y a que 2 choses, la peur et l'amour». Bah, on est dans une société qui est plutôt basée sur la peur. Regarde, comment Mmh. est-ce qu'on fait pour, que les gens ralentissent. On met un permis à points et quand tu as peur de perdre ton argent et peur de perdre tes points, bah, tu fais un petit peu plus attention et on arrête de fumer le jour où on a peur d'avoir un cancer et cetera. C'est malheureusement la peur qui déclenche beaucoup de choses, là où le monde serait meilleur s'il était, régi et déclenché, par l'amour. Et c'est Mmh. la proposition de Miguel Ruiz, 4 accords, 4 façons de penser, de se comporter, qui vont être basées sur l'amour. Si on prend juste le premier exemple, que ta parole soit impeccable, il nous explique que bien souvent, on va utiliser la parole comme un mauvais sort. Il y a qu'à voir dans une dispute de couple où on va, chercher à se blesser l'un l'autre parce que chacun veut défendre son point de vue et pour défendre ton point de vue, tu vas avoir des mots, très durs vis-à-vis de la personne que tu aimes, alors que c'est quelqu'un que tu es censé, aimer. Puis comme on se connaît bien, on rentre dans une espèce d'escalade symétrique où on va chacun, enfoncer le couteau, là où ça fait mal, chez l'autre. Et Miguel prend, juste pour donner un exemple rapide, il prend l'exemple d'une maman, qui travaille beaucoup parce qu'elle est, séparée et puis elle doit élever sa petite fille toute seule et c'est compliqué et puis elle a quasiment 2 travails, pour réussir, à joindre, les 2 bouts et donc elle rentre à la maison, tard le soir, fatiguée, elle a mal au crâne. Mais il y a sa petite fille qui l'a attendue toute la journée et quand enfin maman rentre, la petite fille est très contente de voir sa maman et donc elle lui saute dessus, elle lui grimpe dessus, elle chante, elle crie, elle danse, elle saute partout parce qu'elle est contente et heureuse de voir maman. Mais maman qui a mal au crâne et qui est fatiguée, assez vite elle craque, elle finit par s'énerver et puis elle engueule sa petite fille en disant: «Tais-toi, tais-toi, tu une voix horrible, est-ce que tu peux te taire?» Et le problème, en vérité, c'est pas que la petite fille, elle a une voix horrible, c'est que maman, elle est à saturation et qu'elle supporte plus le moindre bruit. Mais au lieu de dire: «Pardon ma chérie, j'ai besoin que tu Je sois suis calme parce que je suis fatiguée. fatigué, j'ai mal au crâne et s'il te plaît, j'ai besoin que tu joues calmement», ben on dit: «Tais-toi, tais-toi, tu as une voix horrible». Dans l'exemple du livre, mais c'est un exemple que j'ai rencontré 1000 fois chez mes patients. Et le souci, c'est que la petite fille, bah, après, elle ose plus s'exprimer. Quand on lui demande de chanter, c'est pas possible parce qu'elle croit qu'elle a une voix horrible. Ou quand on lui demande de réciter, elle veut plus réciter non plus parce qu'elle a peur d'avoir une voix horrible et de pas savoir lire la récitation, et cetera. Et elle finit par plus s'exprimer du tout, par devenir timide, par devenir mutique.
Et combien de fois, hein, les patients m'ont expliqué qu'une phrase a agi comme un bâton de dynamite, dans toute leur vie. Encore une fois, dans les histoires, de surpoids, combien de fois, des gens ont entendu: «Mais si tu bouffes comme ça, tu vas ressembler à ta grand-mère», ce qui est sympa ni pour la gamine, ni pour la grand-mère. Mais effectivement, ça joue comme une suggestion, négative. En hypnose, il y a des Une suggestions négatives. prophétie autoréalisatrice. Ouais, tout à fait, c'est ça, c'est la prophétie autoréalisante et du coup, ça joue vraiment comme une suggestion hypnotique. Au passage, hein, ça Mmh. paraît dire qu'en hypnose, très souvent, il ne s'agit pas d'hypnotiser les patients, mais de les déshypnotiser de leur hypnose négative. Et là, avec la confiance en soi, on est vraiment dans cet exemple, hein, les gens ont forgé des images négatives d'eux-mêmes. Il s'agit de les déshypnotiser de ce «mauvais ça» entre guillemets. Et Et c'est qu'après accord Toltec, prenons juste encore le deuxième, donc le premier, que ta parole soit impeccable. Mais comme justement la plupart des gens n'ont pas la parole impeccable, il s'agit de développer un réflexe positif qui va être que quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Imaginons que je te dise que Déborah, je te trouve moche. Peut-être ça va te vexer que je te trouve moche, mais en vérité, il s'agit de ne pas le prendre pour toi, de ne pas en faire une affaire personnelle. Parce que si je dis t'es moche, je parle pas de Déborah, je parle des goûts d'Olivier. D'ailleurs, si je dis t'es jolie, je parle pas plus de Déborah, je parle encore des goûts d'Olivier. Et en gros, c'est ce qu'on apprend à nos enfants là sur l'haricot vert, ou quand les enfants disent Berk, c'est pas bon l'haricot vert, on leur dit il ne faut pas dire c'est pas bon, il faut dire j'aime pas l'haricot vert. Et ce que les parents enseignent sur l'haricot vert, ils oublient de le faire, de le mettre en pratique sur beaucoup de choses. Et on émet des jugements. Bon, on va retrouver les jugements qui font perdre la confiance en soi. On avait des jugements sur les uns les autres, alors qu'il faut être capable de dire je. Voilà comment je pense, voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens. Ça rejoint le tu, ça tue. Très souvent, à nouveau, dans des disputes, on dit t'es méchant, t'as vu ce que t'as fait ou je ne sais quoi, mmh. au lieu de dire voilà comment j'ai entendu, voilà comment j'ai reçu. Et donc, si chacun pouvait parler de son bout de la relation plutôt que de parler à l'autre bout de la relation, comme Jacques Salomé aussi nous enseigne, ça irait mieux. Donc voilà, comme les gens disent c'est moche, c'est beau, c'est je ne sais quoi, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, ne le prends pas pour toi, ça parle de l'autre, ça parle pas de toi. Super. On va pas faire tous les accords Toltec parce que on va Ouais, laisser aux gens le soin de lire le livre pour avoir justement tous ces exemples, tous ces détails. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça vient nourrir justement la confiance en soi et en tout cas, toi, tu l'as pris sous ce prisme-là de, tout à fait. ça répond beaucoup à cette problématique. Tu parlais, d'un monde où il y a l'amour et la peur et c'est vrai que la peur vient justement détruire cette confiance. Parce que s'il y avait pas, il y avait que de l'amour, finalement, on aurait confiance. Confiance, Mhm. de façon générale, je veux dire la confiance en la vie. Parce que Ouais. quand on a peur, de plein de choses, bah, c'est la confiance en la vie qui est, aussi, détruite, réduite, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? On aurait oublié Ça de peut choses? certainement faire une jolie conclusion, là, si je rebondis sur ce que tu viens de dire immédiatement. On disait tout à l'heure que le bébé, le jeune enfant, il a confiance en lui, mais parce que je Ouais. pense que le bébé, le jeune enfant, il n'est que amour, il n'est que dans Mmh. l'amour. Pour tous les enfants du monde, maman est la plus belle maman du monde. On est dans un amour inconditionnel quand on est enfant, et que malheureusement, on nous apprend donc à avoir peur. On instille la peur, on distille la peur, et que petit à petit, la peur va prendre de plus en plus de place au détriment de l'amour. Parce que quand tu t'aimes pas toi-même, ça devient difficile d'aimer les autres. Tu t'aimes pas toi-même, tu vas être dans des relations médicaments. Tu demandes à l'autre de te corriger et tu vas demander 100 fois par jour à ton partenaire tu m'aimes. Tu vas être en stress dès qu'il a 10 minutes de retard ou dès qu'il oublie de t'appeler ou dès qu'il n'a pas remarqué que tu as été chez le coiffeur ou je ne sais quoi. Et le souci, c'est que quand on ne s'aime pas soi-même, on finit par gâcher toutes les relations d'amour parce qu'on en demande trop. On demande à l'autre de nous combler les failles. Et il s'agit effectivement de soigner l'enfant intérieur pour être un véritable adulte et être capable d'aller dans des relations d'adulte à adulte. Après, pour dire un dernier mot sur la peur, c'est aussi un des grands bénéfices de l'hypnose. Parce qu'en hypnose, on va être capable d'apprendre à gérer nos émotions et que la peur fait partie des 5 émotions primaires. Et je disais tout à l'heure, le souci, c'est que beaucoup de gens n'osent pas affronter l'échec, beaucoup de gens n'osent pas être ridicules. On laisse la peur nous paralyser, parce qu'on dit la peur donne des ailes, mais on dit aussi la peur paralyse. Et la plupart des gens vont être dans une peur qui paralyse, et du coup, ils n'osent pas faire les choses. C'est Gaston Brosseau qui avait une chouette expression, il parlait de sclérose en place. C'est pas la sclérose en plaques, c'est la sclérose en place.
Parce que quand tu oses pas faire les choses, bah oui, tu avances plus. Et donc ça, c'est vraiment un axe, important, du travail sur la confiance en soi. C'est, d'apprendre à supporter ce sentiment de malaise quand tu pas encore bon. Parce qu'on commence tous par être, mauvais, ridicule, comme je disais. On peut pas savoir avant de savoir. Et donc au départ, il faut être capable de supporter, tout ce ressenti négatif en dedans de soi et de le dépasser et de faire quand même. Comme pour un niveau de conférence, comme pour la prise de parole en public, les premières fois, tu as un trac de fou, mais si tu insistes, quand tu l'as fait 100 fois, bah, c'est facile. Mais il faut être capable de dépasser ce trac, de dépasser cette peur. Donc les premières, conférences, prises de parole au public ou séances d'hypnose tout simplement avec un patient, dans la solitude de ton cabinet. Et donc là encore, l'hypnose permet de préparer ça comme il faut et d'apprendre à travailler, ses émotions pour les dépasser. Donc tout est possible et quand on manque de confiance en soi, si on passe la porte d'un cabinet, on peut ouvrir la possibilité que ça C'est cela. change. Son regard sur C'est soi, son amour sur soi tout à et on va fait, encourager totalement. du coup les gens qui ont ce manque de confiance à faire cette démarche parce que c'est voilà, c'est dommage d'être dans une vie où on a perdu cette confiance et ce qui empêche effectivement d'avancer. Et on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est aussi, la citation qui a été reprise par, Pagnol et d'autres, hein: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Alors ils l'ont fait. C'est une belle phrase de conclusion Merci pour à toi. toi, Déborah. Merci beaucoup Olivier. J'espère que l'interview vous a plu. Les apports d'Olivier Perrault sur la confiance en soi sont très précieux. Et je vous propose de faire un petit exercice là par rapport aux 4 ingrédients de la confiance en soi. Vous allez prendre un temps pour vous, vous installer confortablement au calme. Peut-être, si vous souhaitez vous mettre en condition, peut-être écouter une autre auto-hypnose d'un des autres épisodes pour vous relâcher, notamment par exemple celui sur le sommeil, juste pour voilà, vous mettre en condition, ou bien vous pouvez y aller directement et puis fermer les yeux, prendre une grande respiration, voilà, calmer le corps, calmer l'esprit. Et l'idée là, c'est de regarder un petit peu vos jauges par rapport à ces 4 ingrédients. Juste de sentir à l'intérieur du corps ce que dit votre corps, votre esprit, là maintenant, par rapport à votre estime de vous. D'imaginer par exemple un gradueur de 0 à 10 et de voir ce qui vient spontanément. Où est votre estime de vous? De faire de même avec votre jauge d'amour pour vous. À combien je m'aime, là maintenant, sur une échelle de 0 à 10? De regarder la jauge de la persévérance. À combien êtes-vous sur une jauge de 0 à 10? Et puis de regarder vos capacités. Les capacités, c'est un petit peu plus large, ça peut englober beaucoup de choses. Quelles sont selon vous les capacités que vous pouvez développer pour regonfler votre confiance en vous? Vous pouvez aussi repenser à un moment du passé où vous étiez en pleine confiance. Il y a forcément un moment dans votre vie où vous vous êtes senti pleinement confiant. Peut-être un moment où vous avez réussi quelque chose, vous avez accompli quelque chose qui vous rendait fier. Et juste de laisser venir à vous, là, ce souvenir de ce moment. Peut-être de revoir ce moment, d'écouter les sons de ce moment, d'en respirer les odeurs, de vous imprégner de tout cela. Et de laisser le corps et votre inconscient se souvenir alors de vos capacités, de la persévérance que vous avez dû mettre pour accomplir cela,
Quel était l'amour de vous à ce moment-là? Quelle était votre estime de vous-même à ce moment précis? Et de voyager ainsi quelques instants dans ce moment de vie où vous étiez en pleine confiance. Pour vous reconnecter à cette confiance que vous avez quelque part en vous et qui peut-être aujourd'hui est un petit peu en déficit. Et permettre ainsi de récupérer toutes ces ressources que vous aviez, comme pour les réactiver, un peu comme si on appuyait sur le bouton de la confiance en soi, pour réactiver tout ce que vous avez déjà en vous. Vous pouvez aussi penser à quelqu'un qui vous inspire cette confiance et qui viendrait là vous la transmettre comme un cadeau, vous donner une part de leur confiance afin que vous ayez confiance, comme si ça se donnait, de façon à ce que vous puissiez vous remplir de cela et vous permettre de rayonner un peu plus cette confiance. Sentez dans votre corps ce que cela fait. Voilà, super. Et vous laissez tout cela vous nourrir, grandir. Et imaginez que ça va continuer à grandir dans les heures et les jours à venir. Vous pouvez évidemment refaire cet exercice autant de fois que vous souhaitez pour vous reconnecter à toute cette confiance. Et continuez votre chemin ainsi, plein de toutes ces nouvelles capacités, ou ces capacités réactivées. Ayez confiance en vous. Et sinon, vous savez que l'hypnose peut vous aider sur ce sujet. Super, vous pouvez prendre une grande respiration, ouvrir les yeux, reprendre le contact avec la pièce dans laquelle vous êtes. L'épisode touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode.